Alors bonjour Frédéric Devavier, bienvenue à la librairie Logos. Bienvenue encore une fois. Et est-ce que vous pourriez présenter vos ouvrages, s'il vous plaît? Alors bon, en dehors des ouvrages de sport qui m'ont fait connaître dans le monde entier et vendus à des millions d'exemplaires, j'ai écrit des livres de philosophie. Alors en vérité, les philosophies, c'est un peu pour énerver les universitaires prétentieux, mais ce sont des livres de science, mais écrits très simplement. Alors j'ai écrit L'éveil des consciences et L'éveil des consciences Dieu, qui est la suite, c'est-à-dire c'est continue à essayer de comprendre le monde. C'est des livres qui sont faits non pas pour expliquer comment fonctionne le monde. Oui, j'explique, comme la plupart des gens expliquent, essayent d'expliquer le monde, mais j'explique la cause. Pourquoi le monde fonctionne ainsi. Les gens décrivent le monde, moi j'explique les causes. Et les causes, en général, le monde du vivant, le fonctionnement de la biologie, le fonctionnement de la génétique, le fonctionnement des sociétés humaines, le fonctionnement des humains, des relations humaines, elles fonctionnent toutes sur un principe très simple d'échange énergétique. C'est-à-dire prendre de l'énergie pour rester en vie, prendre des éléments du milieu pour rester en vie, et les redonner avant de mourir, les redonner pour pouvoir continuer la vie dans des êtres qui vont être mutés, qui vont être transformés, parce que le monde est en mouvement. Alors, j'explique les causes de ça, ça fonctionne tout le temps sur le même principe de ces échanges énergétiques, et en général, comme j'ai mis là-dedans, ça c'est pour les relations humaines, sexe contre énergie, c'est toujours la même chose, c'est on veut se reproduire, transmettre nos gènes d'une façon inconsciente, et pour ça il faut prendre de l'énergie et se reproduire. Puis la reproduction sexuée chez les hommes, bien sûr. Et j'explique tout ça dans mes bouquins. Et là, bien sûr, j'explique l'évolution humaine, puisque à la base, je suis anatomie, je suis connu pour avoir révolutionné la musculation et l'entraînement sportif par une approche anatomo-morphologique, c'est-à-dire j'explique pas qu'il faut s'entraîner comme un tel, comme truc, j'explique qu'il faut s'entraîner en fonction de sa morphologie, de sa biologie et bien sûr de ses origines. Et évidemment maintenant avec le métissage et les mélanges, c'est plus dur de trouver qui on est. Donc à partir du moment où on comprend qui on est physiquement, on va comprendre qui on est mentalement, biologiquement et mentalement. Et ce livre permet de comprendre l'humanité et les sociétés humaines et comment elles fonctionnent. Alors bien sûr, j'ai un regard qui peut être critique sur le monde, puisque critique tout le temps en étant scientifique et pragmatique, mais les hommes sont ce que le monde a fait d'eux. Et dans ce bouquin, là, j'utilise les articles, les passages que j'ai mis dans ce livre qui concernent uniquement la reproduction humaine et les relations hommes-femmes, mais je peux utiliser aussi ces bouquins et d'autres articles pour faire des livres comme je vais faire avec notre ami de chez Culture et Racines, avec qui je collabore, pour faire un livre qui va parler uniquement de l'évolution humaine et pas, des sociétés humaines. Donc je ne vais pas des sociétés humaines, mais je vais pas parler de la France, je vais pas parler de l'Amérique, je parle dans mon prochain bouquin uniquement de l'homme, de l'évolution humaine et des causes qui font que nous sommes ainsi. Donc c'est un livre de paléontologie humaine, tiré de l'éveil des consciences, en enlevant tout ce qui est sociologie ou observation des sociétés modernes et des États modernes. Donc je fais un livre vraiment basique pour comprendre qui nous sommes et comment l'homme est devenu l'homme. Et c'est assez simple à comprendre. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des grands mythes sur le corps humain ou sur la nature humaine que vous aimeriez déconstruire? Alors, le grand mythe, c'est qu'on dit souvent que les performances, alors pas les performances, qu'il y a beaucoup de social, mais en vérité, il y a vraiment une base génétique, une base
À la base, nos comportements sont vraiment géniques. On ne contrôle pas réellement ce que nous sommes, hein. On parle souvent de l'esprit, mais l'homme en lui-même n'est qu'automatisme de réaction. Et on veut dire qu'on est indépendant, qu'on a notre libre arbitre, mais on n'a aucun libre arbitre. On est vraiment, à la base, une programmation génétique pour pouvoir transmettre des gènes qui codent ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est fait pour transmettre des gènes. Et même notre conscience est programmée pour faciliter, par l'analyse verbalisée du monde qu'elle fait, hein, pour faciliter la transmission de nos codes génétiques. Alors ça peut paraître affreux de dire, mais je ne suis qu'une programmation génétique, je ne suis qu'une programmation génétique pour transmettre des codes génétiques, c'est affreux. Mais d'un autre côté, on peut avoir un regard plus extérieur en se disant peut-être, mais les émotions que nous vivons, l'amour que nous expérimentons, ben, il est réel. Même si tout est programmé, la relation que j'ai avec toi, la relation que j'ai avec toi aussi derrière, elle est réelle. Et nous sommes en union et en communion. Mais tout ça pour faciliter la transmission de gènes. Et on arrive à un certain moment, je pars, des fois je divague, hein, où on s'aperçoit que nous sommes programmés pour mourir. Réellement programmés pour mourir, pour laisser et transmettre la vie et laisser des individus mieux adaptés à ce que nous sommes, mieux adaptés à ce que nous sommes dans un temps futur. Et là, l'homme commence à avoir des problèmes et dit mais attends, c'est la merde. Je suis une programmation faite pour mourir. Je ne suis une conscience faite pour mourir. Et là vient l'angoisse si on veut être éternel. Tu comprends ? Et c'est là où il faut comprendre que le monde est éternel en conscience en nous tous et que notre petite personne doit comprendre que l'on doit vivre et mourir pour continuer la vie. Tout ça est un processus biologique et que l'amour fait partie de cela. C'est intéressant de le comprendre. Et après, bon, bien sûr, j'explique la conscience, puisque mon livre, le prochain livre que je vais faire avec Culture et Racines, s'appelle « Au commencement était le verbe », parce que tous les gens s'interrogent sur qu'est-ce que l'homme. On parle de l'homme, là, il y a Hublin qui sort « L'homme a 750 000 ans, on a découvert en Afrique l'homo sapiens hein. ». Ben non, l'homme, comment on va définir l'homme, l'homo sapiens, ce sont des transformations très lentes, ou plutôt ou des fois rapides. Et il n'y a pas une arrivée de sapiens. Par contre, il y a l'arrivée de l'homme à un certain moment sur Terre. Et comment on peut définir l'homme ? Et là, c'est intéressant de comprendre, et c'est la base là-dedans, puis j'ai approfondi avec ça, avec ce prochain bouquin, parce que c'est vraiment une découverte scientifique non technologique, mais c'est la base de la compréhension de l'humanité, c'est de comprendre que l'homme, ce qu'on appelle l'homme, c'est le verbe. C'est l'expression du temps dans le langage. La capacité de dire « je suis » et « je serai ». Donc je suis, j'étais et je serai. De parler du passé et de parler du futur. Et où j'apporte énormément dans ce futur bouquin, il est presque terminé, hein, c'est que j'explique la cause de l'humanité, la pierre de fondation de l'humanité. La pierre de fondation de l'humanité, ce qui a fait l'homme, c'est pas la bipédie en elle-même. Beaucoup d'animaux sont bipèdes. C'est pas le fait de manger de la viande. Beaucoup d'animaux, de prédateurs, de lions, les chiens bouffent de la viande. Les chats bouffent de la viande. Ils sont pas allés sur la Lune pour ça. Hein. Non. Ce qui fait l'homme, c'est pas l'outil non plus. Beaucoup d'animaux utilisent des outils. Ce qui fait l'homme, c'est l'expression du temps. Ce n'est pas penser au passé et penser au futur. Un chien pense au passé, pense au futur, se souvient de son maître, prévoit des actions futures, il attend devant la porte son maître. Hein. Un lion prévoit par triangulation le déplacement d'une gazelle pour l'attaquer au bon moment quand elle aura atteint un endroit. Donc il anticipe l'endroit où elle va être pour
pour la chasser. Mais exprimer le temps, c'est l'homme. Et c'est cette expression du temps qui génère l'humanité, parce que ça fait sortir l'animal de l'expression unique du présent. L'homme peut enfin construire des histoires basées sur le passé, donc des comportements salvateurs qui nous ont permis de nous sauver, exprimés non pas par l'exemple gestuel, comme une maman chat va montrer à ses petits comment jouer, comment attraper une souris, non. On va parler, on va avoir un langage symbolique, un langage sonore exprimant des choses, des émotions, des sentiments et des choses articulées autour de notions de temps qui sont le propre de l'homme. Et ces notions de temps, elles apparaissent d'une façon extrêmement simple et elles sont liées au déplacement spatial bipède en espace dégagé, en savane. Donc, Australopithèque. Donc les premiers Australopithèques se déplaçant en savane et pouvant, comme nous sommes une espèce droitière, comme on le sait, par les restes fossiles, les observations grâce aux CT scans qui permettent maintenant à n'importe quel paléontologue de scanner des crânes, de scanner des fossiles sans avoir à les découper, sans avoir à les sortir. On s'aperçoit en regardant les endocrânes que nous sommes une espèce droitière, déjà sur Habilis, visiblement sur Australopithèque, et cette espèce droitière indique, comme le font les autres, comme le font souvent les primates, souvent les chimpanzés, qui sont aussi droitiers, majoritairement, il y a quelques gauchers, droitiers, mais on dit globalement les chimpanzés sont primates, donc notre ancêtre qui avait 7 millions d'années doit être droitier, donc on commence à indiquer des choses avec la main droite, parce qu'on est droitier, parce que ça facilite les relations du groupe, puisque quand tu es habitué à communiquer droite, ça va beaucoup plus vite. Le temps que tu gagnes, c'est un temps de survie, c'est un temps pour mieux s'adapter, réagir à un danger, réagir à une opportunité, en passant des objets, droite. Hein. Ça permet aussi de communiquer, d'indiquer, et quand on rentre en savane, on est une espèce de gros chimpanzé bipède. J'ai reproduit, dans le futur bouquin, il y aura des reproductions, je suis les seuls à les faire au monde. Les Africains du Sud, les labos africains du Sud me les ont envoyés, m'ont envoyé les squelettes, les reproductions qui sont fait chier à faire, hein, d'un Australopithèque tardif, c'est Célibat, c'est bien ça. Donc ils m'ont envoyé les squelettes, donc j'ai pu les reproduire. Moi, je suis spécialiste de l'anatomie, donc tu comprends comment ils fonctionnent, tu comprends qui ils sont, et tu t'aperçois qu'ils sont déjà humains, presque humains. Ils grimpent aux arbres, mais ils sont presque humains, et ils ont cette main qui permet de taper. Ils peuvent indiquer des directions, et en savane, indiquer des directions, ça permet d'indiquer le temps. Parce que l'espace est dégagé. Tu indiques l'horizon, tu indiques un temps lointain. Donc tu commences à avoir une perception de la flèche du temps. Je vais, je viens. Tu commences à communiquer sur le temps. Et c'est une indication gestuelle. Les petits-enfants pointent, les singes pointent. Ils pointent des choses, mais il suffit ensuite, quand tu es bipède, d'indiquer avec ta main droite « je vais, je viens ». Derrière le passé, c'est une flèche du temps. Hein, devant le futur, j'irai. De mettre un son sur un geste. Et là naît l'homme avec des notions de temps, en deux simples mots, de simples sons, aha ou autre chose. Dans le langage, on montre derrière soi avec un son, on montre devant soi avec un son, on enlève le geste et on se retrouve avec des notions de temps verbalisées dans le langage et on devient le seul animal, à part un peu l'éléphant, à avoir des notions de temps dans le langage. Et ces notions de temps font faire un bond spectaculaire cognitif à l'animal humain qui devient à ce moment-là un homme. Et on s'aperçoit avec les CT scans, en regardant le crâne, qu'il y a cette aire de Broca à droite, qui est une aire liée à la cognition et à la verbalisation, au déplacement spatial, à l'expression du temps, en partie, puisque le langage est en vérité réparti dans tout le cerveau, mais il y a une aire spécialisée qui est liée au geste, et justement cette indication spatiale qui est une indication temporelle. Et là naît
l'homme historique, capable de parler du passé et de parler du futur, donc de conserver dans sa mémoire des faits, des actions importantes pour sauver et de les exprimer par le verbe et de parler du futur par cette compression de données sensorielles en mots, hein, pour pouvoir organiser, préméditer des actions en groupe. C'est-à-dire qu'ils vont parler de ce qu'ils vont faire et de parler de ce qu'ils ont fait. Et c'est les seuls. Alors, Harari, qui avait fait son best-seller, l'avait bien expliqué en disant « Nous sommes l'homme historique ». Mais il n'avait pas expliqué le processus. Le processus, moi je suis anatomiste, hein, donc c'est un processus purement physique avant d'être un processus spirituel. Et c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et ce qui est fou quand on voit ça, parce que c'est d'une simplicité enfantine de comprendre le développement humain, et ça donne accès à la compréhension de la spiritualité et à la compréhension de Dieu même. Hein, et comme j'ai mis en sous-titre, au commencement était le Verbe, le singe qui devint homme et découvrit Dieu. Et ça, c'est important puisque la spiritualité et Dieu est liée au Verbe, est liée au mot, est liée à l'expression du temps. C'est ça, puisque le fait de parler du futur et de parler du passé permet de te projeter spirituellement en esprit, en d'autres lieux et d'autres temps. Donc de concevoir l'esprit sans le corps. Ça paraît très con, mais ça vient d'un processus physique et lié à la bipédie, à l'indication spatiale. Tu comprends? Et cette capacité d'exprimer le temps permet de concevoir l'esprit sans le corps. Nous allons aller là-bas. Nous étions là-bas. Et là, tu te conçois dans le passé ou dans le futur, en d'autres lieux, en d'autres temps. Et tu conçois l'esprit. Mais en parlant du temps, c'est pour ça que c'est vraiment lié à la spiritualité. L'homme, la fondation de l'humanité est liée au Verbe. Et c'est dans la Bible. Hein. Au commencement était le Verbe. C'est pas des conneries. Et il le savait d'une façon instinctive. Et là, à ce moment-là, en parlant du futur, l'animal humain va être confronté à la mort et à la finitude de l'être, puisqu'il est capable de se projeter spirituellement par le verbe, très basique au début, quelques sons, hein, un peu comme les Chinois, ils n'ont pas une verbalisation comme nous, ils ont un grand nombre de sons, et un mot qui veut dire futur, passé, hein, futur, passé, manger, mais ça s'exprime schématiquement, après c'est un peu plus complexe que ça, mais ça suffit déjà pour pouvoir communiquer. Et là, tu es confronté à la mort et à la finitude. Et confronté à la mort et à la finitude, l'homme est confronté à l'angoisse terrible du néant. Et là, c'est extrêmement dur. C'est une grande souffrance. Mais comme il a le Verbe, il peut concevoir que cet esprit qu'il envoie en d'autres lieux et d'autres temps par le Verbe ne meurt pas avec le corps et le pourrissement des chairs. Il reste là. On ne le voit pas, mais l'esprit est là. L'esprit qui est décorporé, mais c'est dans sa tête qu'il est décorporé, bien sûr. Et là naissent les premières religions, les esprits des morts, les esprits des animaux, de la nature, les esprits des ancêtres, et après les esprits du monde, les esprits qui régissent le monde, les dieux, invisibles, qui ordonnent le monde, et après, le Dieu, l'esprit créateur de toutes choses. Et c'est ainsi que naissent les religions et la spiritualité. C'est ainsi que Dieu vient naître en l'homme. Alors bien sûr, moi je l'explique par tous les principes sur l'évolution, les principes évolutifs, les principes, c'est très technique, hein, c'est basique, sans être très difficile à comprendre. C'est absolument simple et lié en vérité à la matière et à ce que nous sommes encore. Ce que nous sommes encore fait ce que nous sommes en esprit. C'est pour ça. Hein. Donc c'est intéressant de voir tout le processus que je détricote pour comprendre qui nous sommes. L'homme spirituel, l'homme qui bâtit des civilisations, c'est l'homme qui naît avec le Verbe. Il n'y a pas de civilisation
il n'y a pas d'homme sans le verbe. L'homme, c'est le verbe. Au commencement était le verbe. C'est comme ça, justement, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, parce que personne ne l'a expliqué. Et c'était extrêmement simple. C'est quelque chose qui est basique. Et c'est tellement simple que personne ne l'a vu. Tu vois. Mais comme moi je suis anatomiste et je suis en même temps spécialisé en anatomie des primates, je ne fais pas que de la musculation. Je fais de la musculation parce que j'aime ça, que des livres de musculation et d'anatomie, de biomécanique appliquée au sport. Mais si mes livres de sport se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde, c'est parce que dedans j'apportais toute une science liée à la primatologie et à la compréhension du corps d'une façon scientifique et pragmatique, et en montrant que nous sommes tous différents aussi en fonction des adaptations au milieu. Donc ce bouquin que je fais, je pense, est le livre, et le seul livre pour comprendre vraiment qui est l'homme, pourquoi la spiritualité, et pourquoi les religions et Dieu. Alors je nie pas Dieu, je ne nie pas les religions, elles sont intrinsèquement liées à l'homme et au verbe. Et tous les peuples du monde, qu'ils aient évolué en Amérique du Sud, dans des îles isolées, en Australie, en Europe, en Afrique, ont tous des religions. Même les Chinois qui se disent communistes sont à la base des peuples un peu chamaniques avec des religions. Il y a pas mal de religions à la base, même en Chine. La religion est partout. Et la religion est liée au verbe et à la spiritualité, à la notion d'esprit générée par le verbe. Tout ça généré par notre bipédie à la base en savane. Mais je ne vais pas expliquer que ça dans le bouquin. J'explique aussi les relations hommes-femmes, ce qui fait l'humanité, pragmatiquement, ce qui fait les hommes et les femmes dans leurs différences, ce qui a bâti notre humanité avec un partage des tâches hommes-femmes si particulier et une sexualité si particulière que j'ai abordée d'ailleurs dans ce livre-là. Ils sont là-dedans, mais tout a été regroupé là parce que nous avons pas mal de jeunes hommes et aussi d'hommes plus âgés et de femmes qui s'intéressent à la sexualité, qui veulent comprendre d'où viennent tous nos problèmes et d'où viennent tous nos conflits et tous nos échecs affectifs ou sexuels. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi nous sommes ainsi. Alors bon, j'ai la chance, maintenant, on a des intelligences artificielles qui permettent d'avoir en un clic de souris ou un clic sur ton téléphone, on a accès à toutes les données open source d'Internet. Ça nous permet, dans la rue avec notre téléphone, d'avoir l'équivalent d'un chercheur, d'un labo, avec plein de types qui bossent pour lui. La capacité de ces IA est fantastique. Mais il ne faut pas les utiliser en leur posant une question, en demandant d'écrire pour toi. Il faut juste leur demander de te permettre de t'apporter des statistiques et des comparaisons. Et là, tu fais des trucs géniaux, comme les réseaux sociaux. Tu vois, pose pas de questions, mais je continue là-dessus. Hier, je vais le mettre dans mon livre, j'ai un jeune homme qui m'avait posé une question très intéressante. Moi, je suis un mec qui est un peu con. C'est-à-dire que je me pose pas trop de questions, je mange, je fais du sport, je regarde les filles, mais je me pose pas de questions personnelles. Mais les gens me posent des questions. Et j'avais un jeune homme qui me posait une question sur mes réseaux et qui me demandait: Frédéric, Cheick Delavier, pourquoi l'homme est-il ce primate qui fait tant de crimes sexuels, de viols, de pédophilie, de viols d'enfants, d'agressions sexuelles? C'est vrai, je ne m'étais pas posé la question, mais c'est assez simple à comprendre. En y regardant de plus près, le meurtre chez les singes existe. Les gorilles, qui sont des bons papas, qui ne sont pas violents, vont parfois tuer le petit d'une femelle quand ils ont évincé un autre mâle
pour qu'elle puisse rapidement, elle arrête d'allaiter et qu'elle puisse être fécondée par le mâle. Mais ça reste des bons papas. Les macaques vont parfois tuer des petits qui ne leur appartiennent pas, et on voit même des mères tuer des petits macaques, et il y a une mortalité très élevée des petits macaques, mais ce ne sont pas des crimes sexuels, il n'y a pas de viol. Pourquoi y a-t-il tant de crimes sexuels chez les humains? Viol, on en voit plein dans les séries télévisées, on adore regarder ça. Hein, les humains adorent regarder toutes les séries horribles. Il y avait, c'est quoi cette série américaine sur les New York Brigade spéciale, je sais pas quoi. Vas-y, tu dois me la trouver. Ouais, c'est Brigade. Oui, je sais plus. C'est ouais, Voilà, Brigade spéciale. sur les crimes sexuels. Ouais. Les gens adorent. C'est un truc typiquement humain. Pourquoi y a-t-il des crimes sexuels? T'as pas vraiment de crimes sexuels chez les chimpanzés. Ils vont tuer un concurrent, des fois, empêcher les autres mâles. Pourquoi il y a tant de crimes sexuels chez les humains? C'est une réponse qui est assez simple. L'humain est le seul primate à avoir une sexualité constante. Alors que les autres primates, ont une sexualité, à part les bonobos, mais ça reste encore un peu différent. C'est pour se calmer, hein, on fait quelques papouilles, on se monte un peu, des fois entre les femelles, c'est pour calmer un peu les, les femelles entre elles, des fois un peu les mâles qui s'agresseraient. Mais il n'y a pas de violence sexuelle, de meurtre sexuel, de viol chez les autres primates. Et chez l'homme, il y a une sexualité constante parce que l'homme, lui, est attiré en permanence, le mâle, par les femelles humaines. Et les femelles humaines ont généré justement, sans le vouloir, par sélection naturelle, une capacité à échanger au mâle humain. Ça a commencé en savane, avec Australopithèque, et ça continue, système extrêmement efficace, du sexe et de l'attention contre de l'énergie. Il y a eu une perte des périodes d'oestrus, donc une attirance sexuelle une fois par mois. Donc déjà, quand tu es attiré sexuellement une fois par mois par les nanas, t'es pas... ou les guenons. Hein. Les femmes, c'est des guenons civilisés, si tu veux. T'as moins de problèmes de manque. T'es attiré une fois par mois quand la femelle est en période d'oestrus. Tu vois, moins de frustration. La période d'oestrus, c'est la femelle qui va avoir une ovulation, va être fertile, va à ce moment-là montrer par son comportement et parfois par le rougeoiement des muqueuses entourant sa vulve et son anus, il va montrer qu'elle est fertile. Et là, les mâles vont essayer de rivaliser entre eux pour pouvoir féconder cette femelle. Donc, tu as des tensions une seule fois dans le mois. Chez l'humain, c'est pas du tout ça. Chez l'humain en savane, la femelle, l'Australopithèque, il y a 2-3 millions d'années, même peut-être un peu plus, donc ils ont commencé à passer de la forêt à la savane, bipède, et là, il y a un énorme problème. Les mâles, j'y ai reconstruit célibat, ils ont des morphologies de chimpanzés. Ils grimpent encore aux arbres, ils tiennent, ils n'ont plus des mains en crochet, ils peuvent tenir des bâtons, et les mâles peuvent aller en savane chercher de la nourriture, ils sont extrêmement dangereux, ils ne marchent pas super bien, bipèdes, ils marchent bien, mais ils grimpent aux arbres, hein, et ils ont des mains qui se ferment sur le bâton. Les chimpanzés ne ferment pas la main sur le bâton, ça peut leur échapper. Les chimpanzés tapent de haut en bas, te croquent un doigt, t'arrachent le visage. On a vu cette femme qui a adopté un chimpanzé qui a été défiguré. Ils sont très méchants, mais ils peuvent taper de haut en bas, mais ils peuvent pas. Ils peuvent casser quelque chose. On les voit casser, ils ont énormément de force. Les Australopithèques ont énormément de force. Ils grimpent encore aux arbres. Donc ils ont un système nerveux pour les membres supérieurs non ramifié qui permet de monopoliser par un lymphe nerveux le bras de haut en bas pour grimper d'une façon extrêmement puissante. Donc ils tapent très fort. Et là-dessus, ils ferment la main. Tu rajoutes un bâton ou un os, ça devient des tueurs de savane. Ils sont invulnérables, les mâles. Quasiment invulnérables, sauf les lions et autres, s'ils sont pris par derrière. Tu vois, mais ça reste des animaux très dangereux. Le problème vient des femelles. Les femelles, elles sont bipèdes. Elles ont des petits.
le petit dans les bras, elles peuvent plus se défendre. Elles le portent mal parce qu'elles mangent encore pas mal de végétaux, elles ne peuvent pas le mettre sur la hanche, comme les mamans humaines. Je suis anatomiste, j'étudie tout ça. Des très beaux articles qui sont là-dedans. Et elles sont très vulnérables. Et les femelles humaines qui ont survécu, c'est celles qui ont perdu leur période d'oestrus. Donc même si elles sont fécondes une fois par mois, l'ovule est là, il descend, et il peut être fécondé. Il n'y a pas de période d'oestrus. Le mâle ne sait pas quand elle est féconde. Donc, elles ne peuvent pas aller chercher de la nourriture, ou très peu, puisqu'elles sont vulnérables à cause de leurs mains prises par les bébés. Elles restent près des arbres, prêtes à y grimper, près des points d'eau, près des arbres. Et les mâles vont chercher de la nourriture. Chaparder au début, de la nourriture aux petits prédateurs. Ils ne vont pas ramener des racines, des ignames, des choses qui poussent, ça prend trop de place, c'est pas assez calorique. Donc ils ramènent des os, ils mangent sur place, le mâle fait des kilomètres, voit les vautours, il va, invulnérable aux prédateurs moyens, ils les chassent avec leur bâton, ils sont méchants. Ils récupèrent la nourriture, ils bouffent sur place, et ils rapportent aux femelles les os pleins de moelle, avec les articulations encore plein de collagène. Et ils ne donnent pas gratuitement, ils échangent sexe contre nourriture. Et il y a donc un phénomène qui naît dans l'humanité actuelle, c'est une perte des périodes d'oestrus pour sauver les femelles, avec cet échange sexe contre énergie. La femelle qui se donnera le plus au mâle, en permanence, recevra le plus de nourriture et optimisera sa survie, la survie du petit et la transmission des gènes du papa le plus attentionné qui apportera le plus de nourriture. Donc, il y a chez les humains, mâles, ce besoin permanent de sexe pour, à la base, échanger sexe contre nourriture. C'est très primaire, c'est énergie contre sexe pour transmettre. Et c'est ce qui a sauvé l'humanité. Mais d'un autre côté, dans une société humaine, beaucoup de jeunes hommes ne peuvent pas avoir du sexe en permanence. Les femmes ne se donnent pas à tout le monde. Et on se retrouve avec des civilisations humaines d'hommes frustrés parce qu'ils n'ont pas accès à toutes les femmes et ils sont en permanence en quête de sexualité, alors que dans une population de primates normales, les mâles ne sont attirés par les femelles qu'une fois par mois. Et nous, on veut les baiser tout le temps parce que c'est ce qui les a fait survivre. Et ça, c'est très intéressant à comprendre. Et tu vois, c'est comme ça que je fonctionne, c'est les questions que me posent les mecs qui me permettent de répondre d'une façon très pragmatique aux maux de notre société. Pourquoi les hommes, pourquoi il y a tant de crimes sexuels? Parce que nous avons une sexualité constante par rapport aux autres primates à cause de notre bipédie et de la vulnérabilité des femelles. Ça a sauvé l'humanité, mais ça génère une frustration des mâles et ce besoin de compétition aussi entre les mâles pour le territoire et l'énergie pour avoir les femelles et pour pouvoir baiser tout le temps. Celui qui peut apporter le plus d'énergie aux femelles pourra baiser le plus possible et pourra avoir la possibilité éventuelle de baiser au bon moment quand la femelle sera en période d'ovulation. Chez les autres primates, ça ne se passe pas comme ça. On va contre primates mâles, on défend le territoire contre les autres groupes de primates, et on a envie de baiser les femelles qu'une fois dans le mois. Nous, malheureusement, on veut baiser tout le temps. Et c'est ce qui nous a sauvés. Et c'est ce qui a sauvé les femelles. Et ça, c'est des trucs que personne n'explique. Et pourtant, c'est vraiment lié à la survie de l'humanité. C'est marrant de voir ça. Alors, on est le verbe, mais on est aussi le seul primate à parler, d'ailleurs le seul animal à parler du futur et du passé. L'éléphant le fait un peu, d'une façon très plus simple. Et un des rares animaux à avoir, en tout cas le seul primate, à avoir basé sa structure sociale sur sexe contre énergie. Les femelles chimpanzés, en général, nourrissent elles-mêmes leurs petits. Les femelles gorilles nourrissent elles-mêmes leurs petits. Il n'y a pas d'apport de nourriture des mâles des autres primates.
Très rarement, ça peut arriver, bien sûr, on montre qu'on est sympa, on échange, mais c'est quelque chose qui est plus rare et qui n'est pas généralisé. Et c'est intéressant de comprendre ça. Alors j'explique tout ça dans mon livre, j'explique tous les comportements principaux humains, et je l'explique par rapport à notre morphologie. Tu vois que c'est notre morphologie qui génère ça. S'il y a sexe contre nourriture, c'est uniquement parce qu'on est bipède, en savane, et que les femelles sont vulnérables, et qu'elles ne peuvent pas porter leurs petits. Tu vois, c'est intéressant. Et on découvre plein de trucs. Je pourrais parler plein de trucs dessus. Tu vois. On peut parler aussi de larmes. J'écoutais une conférence Dublin là, la dernière fois, et il disait que l'homme avait un rétrécissement de la face avec une perte des canines, parce qu'ils s'étaient socialisés et qu'ils avaient moins d'agressivité dans leur groupe. Et c'est pas comprendre la morphologie humaine. Je suis le spécialiste mondial. J'ai eu les meilleurs profs. Hein. Je suis très fort parce que, comme je dis tout le temps, je ne le sors pas de mon cul. J'ai eu les meilleurs dans ce domaine. Mais le rétrécissement de la face et la perte des canines humaines, elle n'est pas liée à un adoucissement des comportements humains et d'une meilleure vie sociale sans violence, avec plus de connivence entre les individus, absolument pas. Elle est liée à la fermeture du poing et à la bipédie. Quand tu es bipède, tu n'as plus la tête en avant. Quand tu n'as plus la tête en avant, quand tu te défends, et quand tu attaques, et quand tu as des relations entre les mâles de ton groupe, tu vas pas attaquer avec les canines. Tu es debout, à part les vampires qui utilisent, les vampires dans les films, hein, qui utilisent leurs canines pour mordre. C'est un truc de cinéma. Personne ne va faire ça. Tu vas utiliser tes poings pour te défendre avec un bâton. Donc naît à ce moment-là une hiérarchisation chez les mâles et une violence extrême, terrible, par le fait qu'on peut taper avec un bâton. Et c'est le mâle. C'est pas parce qu'ils sont adoucis qu'ils ont eu la face qui s'est rétrécie. C'est parce qu'il n'y a plus de pression sélective sur la face et les canines, qui est remplacée grâce à la bipédie par la défense poing-bâton. Le rétrécissement des mains, hein, et le fait de pouvoir des doigts, et le fait de pouvoir opposer pouce-doigt permet de fermer le poing et de tenir très fermement un bâton. Et ça crée des mâles extrêmement violents et armés. Et c'est pas le maniement des outils qui est la première chose qui transforme la main humaine. C'est l'arme bâton. C'est la fermeture du poing. Et ça va jusqu'à tel point que quand on étudie les australopithèques, les dernières, bon, je qui sont ou les cousins très proches des Erectus, habilis c'est un peu un mythe, hein, ou une branche directe, c'est pour ça qu'ils ont une morphologie de chimpanzé extrêmement balèze, des bras de chimpanzé pour grimper et des petites mains. Ils tombent plus souvent des arbres, ils agrippent moins, ils n'ont pas le crochet, ils ont la fermeture. Les chimpanzés ont un grand crochet ici, quand ils tendent leurs mains, ça se met en crochet. Fini le crochet, on ferme et on tape. On tombe des arbres plus souvent et on meurt plus souvent. Mais c'est largement compensé par l'invulnérabilité des hommes au sol et par une terrible violence entre les mâles pour créer une hiérarchie sociale dirigée par le mâle le plus violent et le plus cruel grâce à son bâton qui unira le groupe grâce aux coups verticaux de haut en bas. L'homme, c'est aussi la violence. C'est le bâton, tu vois, c'est le coup. Avant, on est une sale bête. On est vraiment la suite des chimpanzés, mais avec sexe contre nourriture, et les femmes se mettent à... C'est pas elles qui vont chercher la nourriture, c'est les hommes, parce qu'elles deviennent vulnérables. C'est très intéressant de comprendre tout ça. Et tout ça va être expliqué là-dedans. Et si vous voulez comprendre, j'explique tout, hein. Tout va être expliqué, tous nos comportements les plus étranges, les plus sympas comme les plus pervers, sont expliqués dans ce livre qui va sortir aux éditions Culture et Racine. Voilà.